Je vous présente aujourd'hui notre 520e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, vous sortez d'une hospitalisation, vous reposant désormais à domicile. Les rumeurs les plus fantasques ont circulé concernant votre santé. Qu'en est-il clairement, cher président? À la vérité, je suis non pas en convalescence, mais en hospitalisation à domicile, puisque je suis en cours de traitement antibiotique et que c'est un traitement qui est relativement fatigant. Et je suis donc comme dans un hôpital, en fait, mais à la maison. Ce que je préfère, que vous comprendrez bien pourquoi. Président, il y a eu inhabituellement, puisque ça n'est pas la première hospitalisation de cette année, un nombre incroyable de messages de soutien et de vœux de rétablissement. Par les réseaux sociaux, par partout. Je remercie tous ceux qui ont eu une pensée amicale à mon égard, mais pour l'instant, tout ne se passe pas si mal. Donc, par conséquent, on en est encore au stade de l'espérance. Qui est partagé par beaucoup de monde. Ça a été massif. J'espère. Merci à tous, en tout cas, d'y avoir pensé. Et je vais m'efforcer de rester près d'eux. Alors, un petit vol au-dessus de notre gouvernement. Un remaniement ministériel est prévu dans les jours à venir, depuis la démission donc de Gérard Collomb. Castaner aurait même menacé de démissionner à son tour s'il n'était promu ministre de l'Intérieur. Ça sent un petit peu la panique à bord, non? Je ne sais pas si on peut dire ça. Je connais Castaner, qui est un conseiller régional de PACA, n'est-ce pas, socialiste. Et je pense d'ailleurs que le Premier ministre, en remplacement du ministre de l'Intérieur qui a démissionné, sera un socialiste comme lui. Socialiste en peau de lapin, je vous l'accorde, mais socialiste quand même. Ça, les étiquettes jouent un rôle. Alors, je ne trouve pas anormal que le président de la République prenne son temps pour faire un remaniement, si c'est un remaniement de grande ampleur. S'il s'agit seulement de faire attendre les gens sur le plan médiatique pour changer de deux ministres, non. Je crois que son remaniement va être plus important et va donner une idée de ce que va être sa politique. Enfin, jusqu'à présent, ça sera une nouvelle, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas trop où allait M. Macron. Il allait droit devant lui, mais où, on ne sait pas. Vous savez que beaucoup de députés approchés pour être membres du gouvernement refusent d'entrer au gouvernement. On lit ça dans toute la presse. Ne pas être ministre, c'est inhabituel dans une vie politique. C'est-à-dire que la situation qui se présente à l'horizon n'est pas très mobilisatrice. Et elle est même, par beaucoup de côtés, inquiétante. C'est celle que nous avons dénoncée depuis des dizaines d'années en annonçant que le phénomène migratoire allait prendre des dimensions dramatiques. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais ça n'est pas encore révélé par des violences en France, Dieu merci, mais ceci est à la merci d'un incident, d'un mot d'ordre, on ne sait pas. Enfin, il faut tout de même savoir que en Angleterre, le maire de Londres, le maire de Birmingham et un certain nombre d'autres sont des musulmans. Oui. C'est aussi vrai du maire de Dublin. Par conséquent, l'invasion migratoire de l'Europe, consécutive à la révolution démographique qui a fait passer la population mondiale de 3 à 8 milliards d'habitants en 50 ans, eh bien, est en cours. Et on ne voit pas, de la part de nos gouvernements, quels qu'ils soient, d'ailleurs en Europe, de tentatives de réaction, si ce n'est en Italie, où notre ami Salvini est ministre de l'Intérieur, ce qui est déjà une prise de conscience importante pour le peuple. Alors justement, à cet effet, Marine Le Pen a rencontré Matteo Salvini cette semaine à Rome. Une union des droites européennes se précise au regard des élections à venir. C'est une lueur d'espoir, non? Je vous signale qu'en 1984, mon groupe comportait déjà les députés italiens et un député grec. Bon. Par conséquent, cette union des droites européennes, nous la faisons ou tentons depuis déjà de très nombreuses années. Mais il est certain qu'actuellement, ce pourrait être un geste politique de première grandeur si l'Europe, y compris la Russie, se rapprochait suffisamment pour pouvoir agir efficacement contre la menace mondiale qui pèse sur le continent. Vous avez vu peut-être, Président, que dans l'intitulé de la rencontre avec Matteo Salvini, et qui sera la campagne européenne du Rassemblement national ici, il est question de front des libertés. Ce sera l'étiquette commune. Pourquoi pas? Le retour du mot front, ça doit vous faire un certain effet. Oui, une petite revanche intellectuelle, mais je ne m'attache pas beaucoup à ces choses-là. Je suis beaucoup plus préoccupé par les fondements de la situation, qui me paraissent tous inquiétants et nécessitent
une mobilisation de l'esprit public, et bien sûr, à commencer par celle des élites, et bien sûr par celle des nôtres. Oui, alors 19 élus régionaux du Rassemblement national ont rejoint Nicolas Dupont-Aignan ces jours-ci. Quelle en est, dans un premier temps, votre analyse et quel message leur adressez-vous, Président? Écoutez, je crois que M. Dupont-Aignan fait un peu de racolage. Il est certain, il bénéficie d'un certain avantage de la part des médias, parce que c'est le rival, c'est le Villiers de cette fois-ci, en quelque sorte. Oui. C'est un rival pour Marine Le Pen, c'est bien le seul, puisque en face de 3 européistes, qui sont les 3 leaders de Mélenchon, Macron et Wauquiez, Marine Le Pen a en quelque sorte un tapis rouge devant elle. Enfin, ce que j'appelle toujours, moi, le Front National a un tapis rouge, et une victoire triomphale s'annonce, pour peu que la campagne soit menée de façon très claire, très nette, d'opposition aux politiques qui sont menées maintenant, avec une ouverture sur, en effet, une Europe des nations, qui est la seule chance de notre continent d'échapper à un destin malheureux. En 1984, vous aviez utilisé une formule qu'on prêtait à tort à Charles de Gaulle, l'Europe des patries. Oui, l'Europe des nations, l'Europe des patries se recouvrent l'une l'autre, si j'ose dire. Ce n'est pas tout à fait la même dimension philosophique, mais tout de même. L'une est politique, l'autre est plus philosophique. Alors, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing exprime dans un ouvrage à sortir le plus grand regret de sa vie, à savoir le regroupement familial. Drôle de mea culpa, non? Mieux vaut tard que jamais? Je serais tenté, mais j'ai peur d'être grossier, de donner un slogan qui est un slogan des marins. On dit, quand on a fait dans son pantalon, il est trop tard de serrer les fesses. Voilà. Alors, Monsieur Giscard d'Estaing bat sa culpe, oui. Je rappelle tout de même que nous avons dénoncé immédiatement cette dérive politique gravissime que constituait la politique de Giscard d'Estaing et de Chirac. Il ne faut pas oublier le rôle que joue Chirac, Premier ministre, dans cette affaire. On rappellera que ça a été à l'époque votre première campagne présidentielle et votre adversaire, il n'y avait pas que François Mitterrand, en 1974, était Valéry Giscard d'Estaing. C'est vrai. Qui avait été votre collègue à l'Assemblée nationale dans une des circonstances de votre vie politique. Absolument. Nous faisions partie du même groupe politique, pas tout à fait de la même tendance, mais du même groupe. Et comment vous ne l'avez pas convaincu et rendu lucide? Non. Vous n'avez pas de regret à votre tour? Nous n'avions pas suffisamment de contact pour que je puisse avoir cette influence sur lui. Alors, affaire de harcèlement sexuel au Parlement européen. Le mouvement MeToo, donc le mouvement qui protestant contre ce harcèlement sexuel, il fait d'ailleurs son entrée officielle. Une enquête est d'ailleurs ouverte. Quelle est votre réaction? Écoutez, il y a une érotisation évidente de la société médiatique. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner qu'éventuellement, ceci donne un certain nombre de conséquences dommageables dans les familles, dans les couples, dans la vie personnelle de chacun. Mais je crois aussi qu'il y a un phénomène de mode. On parle beaucoup de ces choses-là maintenant, on en parlera moins, on n'en parlait pas il y a 6 mois, on n'en parlera plus dans 6 mois. Mais il est vrai que c'est une situation préoccupante qui tient au niveau de la moralité générale telle qu'elle était constituée, à la fois d'ailleurs par les religions, et en particulier chez nous, par la religion catholique et chrétienne en tout cas, et par aussi par la morale républicaine qui était enseignée par les hussards noirs de la République, pas les instituteurs. Il y avait une espèce de conjonction pour une unité morale, en quelque sorte, de notre civilisation. Et c'est cela qui est attaqué actuellement par la mondialisation et était une de ses conséquences dommageables. Est-ce que, comme père de famille, vous vous sentez un petit peu évacué en ce moment par la mode, justement? Ou bien est-ce que vous ressentez toujours la place de l'homme dans notre société au même niveau que vous avez connu avec votre longévité? Je dois dire que, pour ce qui est de ma famille, elle constitue peut-être une exception. Encore, je crois qu'il y a beaucoup de familles qui restent attachées à la morale familiale et aussi à l'affectivité familiale.
Moi, je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là, au contraire, parce que j'ai été brouillé avec certaines de mes filles, que je suis aujourd'hui réconcilié. Par conséquent, tout va bien, pour l'instant, dans le meilleur des mondes. Malgré la dérive de la société, vous vous sentez chef de famille? Oui, absolument, tout à fait, mais je crois que ça ne m'est pas discuté. Dans ma famille, en tout cas. Eh bien, tant mieux. Selon le pape François, l'avortement est comparable au recours à un tueur à gages. Quel est votre avis quant à cette dernière On aimerait que sur ces phénomènes, les autorités religieuses soient plus claires, plus nettes, et surtout, le pape François intervient bien tardivement, parce que ces phénomènes sont connus depuis longtemps, et leurs risques, à la fois politiques et moraux, le sont aussi. Et de voir une attitude qui apparaît un peu plus ferme à condition qu'on la traduise en termes compréhensibles, eh bien, c'est assez clair pour beaucoup, mais peut-être pas pour tout le monde. Alors, il y a une condamnation très nette de l'Église du phénomène de l'avortement, qui est un phénomène complexe d'ailleurs, et dont certains éléments sont souvent des éléments personnels qui peuvent non pas justifier, mais expliquer certaines situations. Il est certain que notre situation démographique continentale, si j'ose dire, celle du continent boréal qui va de Vladivostok à Gibraltar, sont une des conséquences du relâchement des mœurs dans ce domaine et de la désintégration familiale. Il est certain, M. Erdogan disait récemment, le président turc, ils sont 100 millions, je le rappelle, les Turcs, et il disait, attention, la famille turque, ça n'est pas 3 enfants, c'est 5 enfants au moins. C'est-à-dire c'est un mot d'ordre politique et administratif important en Turquie. Autrement dit, tout le reste du monde est en état d'explosion démographique, et notre continent, lui, y compris l'Europe occidentale et la France, sont en état de régression démographique. Les chiffres ne le montrent toujours pas parce qu'il y a un vieillissement de la population qui tient à notre relativement haut niveau de santé par rapport aux autres populations. Voilà. C'est le problème de Mme Merkel, les Turcs principalement, alors qu'elle ouvre ses frontières. Oui, Mme Merkel, je pense, devrait prendre sa retraite assez vite. Elle va y être contrainte aux prochaines élections. En Bavière, peut-être. En Bavière, très prochainement, peut-être. Puisque nous allons vers des élections régionales très importantes en Allemagne. Nous aurons un signal, là, je crois, important. Bon, Président, vous avez 2 lectures très importantes, des pavés, comme vous dites. Et ce sont des lectures, Président, qui vous attendent. Je suis bombardé de livres, mais j'en ai retenu 2 particulièrement importants, et aussi parce que leurs auteurs me sont particulièrement sympathiques, et pas seulement à cause de leur talent. C'est celui d'Éric Zemmour, qui s'appelle Destin français, et celui de Laurent Oberton, qui s'appelle La France interdite. J'espère qu'en conclusion, ils auront trouvé des formules suffisamment mobilisatrices pour qu'on ne se laisse pas aller au désespoir, qui pourrait être la conséquence d'une vision étriquée des problèmes et qui ne comporterait pas l'espérance, qui est tout de même une qualité de notre vie spirituelle. Merci Jean-Marie Le Pen. Et le tome 2 de vos mémoires? Ah, écoutez, je ne suis pas dans une situation physique, mentale, je pense, assez bonne, mais physique... Pour avancer dans vos travaux. Pour y travailler, mais voilà. J'y travaille, le travail avance, et ils seront en position, je pense, peut-être après les élections européennes. Il faut laisser quand même aussi aux acheteurs du premier tome le temps de débourser un peu d'argent, n'est-ce pas? C'est le moment ou jamais de vous ruer sur le premier tome de mes mémoires, et puis dans l'attente du deuxième, qui, j'espère, le complétera d'une façon relativement virile. Un de vos amis vous a quitté, cher Président, nous a quitté. Ah, mon Dieu, oui, je dois aujourd'hui vous faire part du décès d'un de nos camarades, Yvon Blot, ancien député du Front d'ailleurs, et qui souffrait d'une maladie qu'on appelle aujourd'hui cruelle. Longue et cruelle. Cruelle et longue maladie. Et j'offre mes condoléances, bien sûr, à Sandrine, son épouse, et à sa famille, ainsi qu'à tous ses amis. Voilà. Nous partageons les joies comme les peines.
Eh ben, merci infiniment pour ce témoignage, pour ce journal de bord. Merci, Président. En tout cas, nous sommes tous rassérénés de vous voir en telle forme. Merci, en pleine forme, oui. Exactement. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Oui. Ce qu'à Dieu plaise.